à tous et bienvenue pour le séminaire sur le service civique. Donc je ne suis pas toute seule, vous l'avez remarqué, je suis avec Virginie, mais elle se présentera tout à l'heure. Donc nous serons ensemble pour une petite heure. Nous avons prévu donc une intervention qui vous expliquera un petit peu qu'est-ce que le service civique, le projet régional et puis un petit peu qui fait quoi entre la MOPA, la structure d'accueil et puis le jeune. Donc nous déroulerons notre présentation. Vous l'avez remarqué en bas à droite, il y a un système de chat, donc vous pouvez poser toutes vos questions, n'hésitez pas. Et on reprendra toutes vos questions à la fin de ce web séminaire. Et Virginie et moi répondrons à l'ensemble de vos questions. Alors, rapidement, donc nous avons imaginé ce web séminaire en 3 parties. La première partie, qu'est-ce que le service civique? Donc avec vraiment le cadre réglementaire, et Virginie est là pour vous expliquer tout ça. Et puis quelques détails vraiment précis sur les modalités du service civique. Ensuite, nous parlerons de l'agrément régional, avec les 3 champs d'action pour lesquels nous avons reçu l'agrément, la répartition des rôles, comme je vous le disais, entre la MOPA et la structure d'accueil, donc en l'occurrence vous, et ensuite les différentes étapes, donc avant pour le recrutement du service civique, pendant la mission du jeune, donc au sein de votre structure, et l'après. Voilà. Je vais laisser Virginie se présenter. Voilà, donc bonjour à tous et merci de votre disponibilité aujourd'hui. Donc moi je m'appelle Virginie Capot, je suis référent régional donc pour la région Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, en ce qui concerne la mise en œuvre du programme service civique. Et donc c'est pourquoi je suis là aujourd'hui, parce que dans mes missions, j'ai à la fois la construction des agréments permettant d'accueillir les jeunes, donc projet qu'on a construit avec la MOPA et avec vous depuis déjà quelques temps, et puis également une mission de conseil et d'accompagnement à la fois aux volontaires et aux organismes d'accueil qui prennent part au développement du service civique en faveur des jeunes. Voilà. Et donc moi, Hélène, donc chargée de mission à la MOPA, et donc je suis votre référente sur le service civique. Donc voilà, si vous avez une interrogation, un projet, n'hésitez pas à me contacter directement. Voilà. Donc en fait, comme vous disiez Hélène, donc on va commencer par un petit rappel sur le cadre général du service civique. Et donc, je vais vous en présenter les essentiels, et notamment le cadre réglementaire, puisque tout d'abord, j'aurais aimé vous préciser qu'effectivement, le service civique est un programme en faveur de la jeunesse qui est mis en place par le gouvernement et qui est essentiellement financé par l'État, par le ministère en charge de la jeunesse. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est exactement que l'accueil de volontaires en service civique? Donc, pour tout d'abord poser le cadre, je souhaitais rappeler les termes des textes qui indiquent que l'accueil d'un volontaire en service civique doit être pensé avant tout comme la rencontre entre un projet relevant de l'intérêt général, projet qui est porté par un organisme, et un projet personnel d'engagement d'un jeune. Donc ça, ce sont les termes des textes. Tout ça pour dire quoi? C'est qu'en fait, l'accueil d'un volontaire en service civique doit être une rencontre entre un projet et un jeune. C'est-à-dire que le service civique, c'est essentiellement 3 points sur lesquels on peut développer un projet. Le premier point, c'est permettre à un jeune d'accéder à certains aspects de la citoyenneté. Le second point, c'est organiser dans la structure des rencontres en termes de mixité sociale. Et c'est également proposer aux jeunes que vous vous apprêtez à accueillir ou que vous avez déjà accueillis une expérience de qualité. C'est-à-dire qu'il faut tout de suite pointer les choses, à savoir que le service civique n'est pas un temps occupationnel et il n'est pas non plus une substitution à l'emploi.
Le service civique n'est pas un emploi aidé, hein, il faut bien distinguer cette différence entre le dispositif service civique et tout ce qui concerne les emplois aidés, essentiellement parce que le service civique et le volontaire en service civique n'a aucun lien de subordination avec la structure qui l'accueille et le programme service civique ne dépend pas du code du travail. Donc ça, c'est un point important à caler et notamment à partager dans les structures pour que ça soit parfaitement clair à la fois pour les services RH, pour les salariés, pour éventuellement les bénévoles qui peuvent agir dans le cadre de votre projet et également pour les services comptables. Voilà. D'autre part, il faut également bien rappeler que la mission de service civique n'est pas un stage, c'est-à-dire que l'accueil d'un jeune en service civique dans un projet de citoyenneté, de partage de mixité sociale, sur une mission d'intérêt général, n'a pas pour objet de valider des compétences, comme ça peut être le cas pour un stagiaire qui serait chez vous. Il n'a pas non plus pour objet de constituer un prérequis ou une expérience professionnelle en vue de compléter son CV. Alors là, on va dire, il faut être réaliste aussi, vous pouvez avoir des projets de jeunes qui vont en ce sens. Cela dit, il faut se rappeler que ce n'est pas l'objet du service civique. L'objectif du service civique, c'est réellement de permettre à un jeune d'effectuer une mission d'intérêt général, qu'on détaillera par la suite, et donc du coup d'avoir cet échange entre le jeune et la structure. C'est pourquoi on privilégie dans les missions qui sont autorisées dans le cadre du service civique toutes missions qui sont en contact direct avec les publics et les partenaires de la structure et qu'on exclut de manière assez générale les tâches administratives et logistiques récurrentes et également toutes les tâches qui nécessiteraient des compétences professionnelles particulières puisque le service civique doit être accessible à tous les jeunes. Voilà. Donc, comme je l'ai dit à l'instant, les missions de service civique relèvent de l'intérêt général. Donc, nous avons calé avec la MOPA des cœurs de mission, qui sont des missions un petit peu génériques, qui vous permettent de vous situer par rapport à ce qui est autorisé en termes de missions de service civique. Quand on dit que les missions de service civique relèvent de l'intérêt général, c'est-à-dire que l'intervention d'un jeune volontaire n'est pas uniquement au service du projet de la structure. Il est au service de l'intérêt général. Donc ça, c'est important à pointer parce que ça veut dire que le volontaire ne constitue pas une aide à vos activités quotidiennes ou éventuellement n'est pas là pour pallier à des difficultés en termes de ressources humaines. Il peut être positionné effectivement sur des projets de développement, sur des choses qui ne sont pas faites à l'intérieur de la structure. Et la présence même d'un volontaire, par son âge, son profil, sa motivation, permet d'avoir une plus-value dans vos activités. Néanmoins, sa mission n'est pas au service exclusif des tâches quotidiennes et du projet intrinsèque de la structure, mais bien au service de l'intérêt général. Cela veut dire que l'activité des volontaires doit être complémentaire aux actions habituelles de la structure et que les volontaires doivent bien mettre en œuvre un projet qui leur est spécifique, qui doit être bien identifié parmi l'ensemble des projets qui sont mis en œuvre et conduits par l'organisme d'accueil. Et donc, du coup, je ne saurais que trop vous inciter à partager l'objet de cet accueil, l'objet de la mission, le sens de ce projet à l'interne de vos structures et notamment pour ce qui concerne la direction, de veiller lors d'une réunion de service ou d'une instance de concertation que vous avez habituellement entre vous, à bien expliquer à tout le monde de quoi il s'agit, quelle est la position du volontaire, pourquoi est-il là, en quoi consiste sa mission. Cela vous permettra déjà une meilleure insertion du volontaire dans vos structures, ça évitera les risques de malentendus et ça vous garantira, on va dire, une bonne conduite de la mission et une bonne relation aussi avec la MOPA qui est porteur de cet agrément collectif.
Je dois aussi rappeler que l'esprit de la loi du 10 mars 2010 relative au service civique, c'est que ce programme doit être accessible à tous les jeunes, quel que soit le niveau d'études ou de qualification. Donc, ce point-là est important et renvoie à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que le service civique n'est pas un stage ni une occasion de valider un certain nombre de compétences, voire un prérequis pour une embauche. Pour être juste, c'est-à-dire être juste dans son recrutement, ne pas avoir de mauvaises surprises dans la conduite de la mission et s'assurer que le jeune a bien compris de quoi il s'agit et qu'en retour, la structure d'accueil et ses personnels, et ses bénévoles, le cas échéant, ont bien saisi également quel est le cadre de ce projet. Il est important donc du coup de privilégier lors des recrutements la motivation de la personne qui va venir pour postuler à la mission que vous proposez, sa disponibilité d'esprit, son envie de faire avec vous, son envie d'être force de proposition. Ce sont, de mon point de vue et du point de vue des textes réglementaires, les critères nécessaires pour le recrutement plutôt qu'un niveau de qualification ou une expérience professionnelle qui risquerait de vous attirer dans un autre cadre que ce que doit être une mission d'intérêt général en termes de service civique. Quand on dit qu'une mission de service civique doit être accessible à tous les jeunes et que votre projet d'accueil de volontaires, c'est un projet à inclure dans votre projet de structure. C'est peut-être un levier fort en termes d'animation interne, de proposition, de regard extérieur éventuellement sur certains petits projets. Et donc, du coup, cet accueil de volontaires nécessite un accompagnement particulier. C'est pourquoi on demande aux organismes d'accueil de désigner un tuteur. Alors, le terme est peut-être mal choisi parce qu'il fait référence effectivement à l'apprentissage. Cependant, bon, on a utilisé ce terme. Il s'agit peut-être davantage d'un référent dans la structure qui va être amené d'une part à accueillir le jeune, à lui présenter la structure, les moyens, le cadre, etc. Mais aussi à suivre le déroulement de sa mission, ainsi que l'avancement dans le projet personnel du jeune. Donc ça, c'est un élément important à faire partager à la personne qui sera nommée comme référent ou tuteur, comme on veut, compte tenu que les termes de la loi exige que l'accueil d'un volontaire, l'expérience de service civique pour un jeune, soit une étape forte d'engagement citoyen dans un parcours personnel et que donc du coup, le tuteur va être amené à accompagner non seulement la mission, mais aussi le parcours du jeune. Alors, nous sommes bien conscients que, bien entendu, votre cœur de métier n'est pas l'insertion professionnelle ni sociale, donc c'est pas ce qu'on vous demande du tout. Hein. Là, il y a des professionnels qui sont là pour ça, notamment les liens avec les missions locales. Cependant, il est nécessaire que le tuteur fasse des points réguliers et formalisés avec les volontaires, de manière à s'assurer qu'il avance dans son parcours. Où est-ce qu'il en était avant d'arriver chez vous? Est-ce qu'il a des projets d'inscription dans une formation, une université ou autre? Est-ce qu'il a rencontré des personnes? Est-ce qu'il a pris les rendez-vous? Est-ce qu'il a peut-être besoin qu'on lui indique d'autres personnes ressources? Voilà, ça se situe dans ce cadre-là. Hein. C'est pas de l'insertion pro du tout. Mais en revanche, il faut être attentif à ce que le jeune avance dans son projet parallèlement à ce qu'il avance dans la réalisation de sa mission. Il y a ces deux axes-là pour accompagner ces personnes qui vont venir passer 6-8 mois avec vous. Voilà. Donc, vous le savez, donc la MOPA qui est porteur de l'agrément pour autoriser l'accueil des jeunes en service civique porte la responsabilité réglementaire de la conformité de cet agrément. Et donc, par le biais de votre accueil, on va effectivement vérifier et demander qu'un tuteur donc soit effectivement désigné et qu'il y ait une phase de préparation à la mission ainsi qu'un suivi dans la réalisation de la mission et un accompagnement dans la réflexion au projet d'avenir. Vous pouvez retrouver tous ces éléments dans la loi
de mars 2010, parce que c'est écrit comme ça textuellement dans la loi. Voilà. Alors, donc, un petit focus pour vous indiquer à qui est dédié le service civique. Donc, le service civique est ouvert à l'ensemble des jeunes entre 16 et 25 ans. Donc, bon, l'agrément de service civique pour la MOPA ne prévoit pas d'accueil de mineurs, mais c'est quelque chose qui pourrait se faire. Et donc, un jeune peut signer un contrat de service civique jusqu'à la veille de son 26e anniversaire. Il y a des conditions particulières pour des personnes porteurs de handicap qui étendent l'autorisation d'effectuer un service civique jusqu'à 30 ans, donc jusqu'à la veille de son 30e anniversaire. Le service civique doit être accessible à tous, donc cela veut dire qu'il n'y a pas de conditions de compétences, de diplômes, de niveau de prérequis pour accéder à un service civique. Et cela fait partie des éléments qui, le cas échéant, peuvent être contrôlés ou qui doivent figurer dans le bilan d'accueil qu'on demande chaque année à la MOPA, puisque c'est prévu de faire un bilan annuel des accueils de volontaires. Donc, comment ça se met en place, le service civique? Pour l'instant, ça ne vous a pas échappé effectivement qu'on est en phase depuis 2 ans de montée en charge, hein, puisque nous avons doublé le nombre de jeunes accueillis en service civique entre 2014 et 2015 et que les enveloppes disponibles prévoient également un peu plus qu'un doublement entre 2015 et 2016 pour accéder à terme un volume important, puisqu'on parle de 110 000 à la fin 2016, 110 000 jeunes qui ont pu effectuer sur le territoire national une mission de service civique. Donc concrètement, le service civique ça se met en place, donc ça c'est la loi. Nous avons fait le choix avec la MOPA et avec l'ensemble des organismes d'accueil sur la région ALPC d'être sur des contrats qui sont entre 28 et 30 heures pour 2 raisons. La première raison, c'est parce qu'on estime qu'un jeune entre 16 et 25 ans peut avoir envie ou besoin de faire autre chose dans sa semaine qu'une mission de service civique et que par conséquent, 28-30 heures, ça nous semble être raisonnable pour préserver cette possibilité. Et que d'autre part, il y a toujours un risque à encadrer en termes de requalification d'un accueil de volontaires en contrat de travail. Bon, c'est jamais arrivé pour l'instant dans la région, je touche du bois, mais disons que c'est à nous aussi et ensemble de nous préserver pardon, de ce risque. Et donc, en cas de multiplicité de dysfonctionnements, on va dire ça comme ça, évidemment, le fait qu'une mission soit à 35 heures rajouterait un indicateur défavorable pour un juge qui éventuellement se pencherait sur la question. Donc, pour ces 2 raisons, on fixe une mission hebdo entre 28 et 30, mais bon, Hélène peut-être y reviendra.
Voilà. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, nous abordons maintenant la question de l'indemnisation des volontaires. Donc, en fait, l'État prévoit pour la reconnaissance de cet engagement des jeunes au profit de la nation, puisque c'est de ça dont on parle dans le cadre d'une mission de service civique. Les jeunes vont mettre du temps à disposition de l'intérêt général. Pour reconnaître cet engagement citoyen, l'État va prendre en charge une indemnisation mensuelle de chaque volontaire, qui est d'un montant de 467 € environ par mois. Ce montant peut être majoré d'une bourse, on va dire comme ça, sur critères sociaux, qui est d'un montant de 108 € et quelques. Donc j'en parle parce qu'au moment de l'accueil, c'est important de vérifier que les jeunes, quel est le profil des jeunes, parce que c'est important de vérifier s'ils ont le droit, le cas échéant, à cette bourse complémentaire, et du coup de le signaler dans l'extranet de gestion des contrats sur lequel on reviendra, parce que c'est la responsabilité des organismes d'accueil de veiller à ce bon respect des droits des volontaires. Donc cette somme-là, l'indemnisation de base de 467 € et le cas échéant la bourse complémentaire de 108 € est versée directement par l'État via l'agence de services de paiement aux volontaires. Ça ne transite donc pas sur votre compta. Donc c'est versé directement sur le compte des jeunes. L'État cotise aussi au régime de bas cotisants pour les jeunes en ce qui concerne les cotisations sociales, les prestations sociales, donc droit à la retraite et sécurité sociale de base. Voilà, donc c'est un coût pour l'État en moyenne pour une mission de service civique. Par jeune, c'est environ 6 500, 7 000 € pour vous donner une idée, cotisations sociales comprises. À ce montant-là s'ajoute une prestation de subsistance, c'est le terme légal, d'un montant de 106,31 € net par mois, qui est versé par chaque organisme d'accueil à chaque volontaire. Donc là, il s'agit bien d'une prestation de subsistance d'un montant minimal obligatoire. On pourrait y revenir dessus s'il y a des questions. De par un accord tacite entre l'administration fiscale, les URSSAF et l'État dans le cadre de l'accueil de volontaires, cette prestation est assimilable à des frais professionnels dans la mesure où elle est versée sur ce montant-là aux volontaires et pas plus. Elle est donc exonérée de charges sociales. Néanmoins, il faut la faire figurer dans vos mouvements comptables pour pouvoir en justifier le cas échéant. Nous pouvons ajouter que l'accueil de service civique, comme je le disais un peu dans mes propos de début, c'est une rencontre entre deux projets et c'est j'allais dire un soutien à l'engagement d'un jeune. Donc cet accueil-là peut s'accompagner de décisions bienveillantes, on va dire, de la part de la structure qui peuvent éventuellement mettre à disposition du volontaire certains nombres d'avantages, comme par exemple des tickets restaurants si vous en avez la possibilité, éventuellement des chèques cadeaux pour Noël, des choses comme ça. Ce sont des choses qui se font et qui ne vous pénaliseront pas en cas de contrôle URSSAF. Nous avons eu la confirmation de par l'Agence nationale du service civique sur ce point-là que nous avons interrogé. Parfois, il y a également des possibilités de logement qui peuvent être aménagées dans certaines structures rurales ou très excentrées. Donc là, on verra au cas par cas s'il y a des questions là-dessus. Il faut comme veiller en fait à ce que le montant que vous allez allouer aux jeunes, y compris en nature, si par exemple on parle de logement, et là on peut atteindre des sommes un peu importantes, valoriser de manière importante, il faut toujours veiller à ce que ce soit proportionnel aux besoins de la mission, pour qu'il n'y ait pas de soucis avec l'acceptation des URSSAF et de l'administration fiscale. Donc on verra s'il y a des questions à ce sujet-là plus particulières, mais je vous l'indique, il y a des choses complémentaires qui peuvent être allouées aux volontaires par les organismes d'accueil, en plus des 106,31 € dans la mesure où ça reste cohérent et ça ne risque pas d'être interprété comme un emploi sous-payé, on va dire comme ça. Voilà.
Alors, donc l'accueil en service civique, vous l'avez compris, les organismes d'accueil sont liés par l'agrément, là en l'espèce porté par la MOPA, au service de l'État et donc ont un certain nombre d'obligations réglementaires et juridiques qui sont prévues à la fois dans la loi, c'est ce dont je vais parler, et parfois dans le décret d'application qui s'en est suivi. Donc, pour ce qui concerne les obligations principales dont je voulais vous parler, les organismes d'accueil sont tenus de fournir à leurs volontaires un temps de formation civique et citoyenne et un temps de formation au premier secours. Donc ces deux temps-là sont liés, j'allais dire, à la fois à un temps de réflexion qu'on offre aux jeunes sur leur citoyenneté, leur engagement, sur les valeurs de la République, les valeurs citoyennes, et à la fois une reconnaissance de leur engagement par le passage d'un PSC1, enfin formation premier secours, qui peut être utile dans l'accès à certaines activités ou à certains emplois. Donc, il faut préciser que ces temps de formation, en fait, sont les suivants. Le volet formation civique et citoyenne, c'est en général 2 jours. Et le volet PSC1, formation au premier secours, c'est une demi-journée ou une journée, ça dépend des organismes. C'est mis en place par la Croix-Rouge ou les sapeurs-pompiers. Donc en tout, ça fait environ 3 jours. Ces temps-là sont pris sur le temps de mission des volontaires. Le coût de la formation est pris en charge par la MOPA. En revanche, les frais de déplacement éventuels sont pris en charge par la structure d'accueil, c'est-à-dire par les OT qui accueillent les volontaires. Donc ça, c'est une obligation il semble que ce soit une bonne occasion aussi pour les volontaires de discuter de leur parcours, de rencontrer les autres volontaires et d'avancer aussi sur leur projet d'avenir parce que par le biais de ces échanges, en particulier sur le volet formation civique et citoyenne, il y a des choses qui peuvent être approfondies avec les partenaires de la MOPA ou les organismes en charge de l'insertion professionnelle ou de l'insertion sociale. Donc ça, c'est vraiment à vous rappeler parce que c'est important, c'est une obligation. Voilà. Donc un petit peut-être rappel sur ce qui concerne le statut des volontaires que vous allez accueillir parce que le statut du volontariat n'est pas forcément très connu à la fois par vos partenaires et par l'ensemble, j'allais dire, des structures de la société civile d'ailleurs, bien que ça fasse quand même maintenant 6 ans que le dispositif existe. Donc, il faut rappeler qu'effectivement, le volontaire n'est pas considéré comme un salarié de la structure, je le rappelle, il a un statut bien à part. Cela signifie qu'il ne faut jamais que les volontaires apparaissent dans le décompte RH de vos rapports d'activité, par exemple, ou de vos bilans comptables, c'est très important. Il ne figure pas non plus dans les comptes qui ont trait au versement des salaires. Le volontaire a un statut de volontaire, il n'a pas un statut de salarié, c'est très important à se rappeler. Ça veut dire également qu'il n'a pas d'obligation en termes de résultats au sein de votre structure, mais néanmoins, on s'attend tous à ce qu'il remplisse les termes de son contrat que vous avez signé avec lui, qu'il y mette de la bonne volonté, de l'énergie et évidemment du positif pour vous apporter une plus-value, évidemment dans le projet que vous avez ménagé pour lui. Je rappellerai également qu'on peut tout à fait accomplir sa mission de service civique en tant que jeune en étant salarié, mais il faut être salarié ailleurs, bien sûr, que dans la structure qui accueille pour le service civique, c'est-à-dire qu'un organisme ne peut pas à la fois être employeur d'un jeune et avoir signé avec lui un contrat de service civique. Pour tout dire, il ne peut pas signer avec lui un contrat de travail et un contrat de service civique, c'est hors la loi. Un volontaire de service civique peut également être étudiant sur le temps qui lui reste de la réalisation de sa mission, c'est-à-dire finalement assez peu. En revanche, il est interdit pour un organisme d'accueil de signer une convention de stage dans le cadre d'un parcours d'études avec un jeune et en même temps de signer une convention, un contrat de service civique.
un employeur ne peut pas prendre quelqu'un en stage et être à la fois un organisme d'accueil de service civique. C'est très important. En cas de contrôle, ça poserait des problèmes importants. Donc ça, c'est quelque chose bien se mettre en tête parce que effectivement, dans les publics potentiels de jeunes qui vont venir vers vous, vous pouvez avoir des personnes qui sont encore en cours d'études sur différents parcours universitaires, voire qui vont chercher, bon, pas avec une mauvaise intention, mais disons à indemniser leur stage, on va dire comme ça. Surtout depuis quelques temps où c'est compliqué de trouver une indemnisation de stage. Est-ce qu'il peut être demandeur d'emploi? Alors, le volontaire de service civique peut être demandeur d'emploi et d'ailleurs, pour ceux qui ne seraient pas inscrits sur les listes, nous engageons les tuteurs à encourager les jeunes à s'inscrire à Pôle emploi dans la mesure où le temps de mission de service civique ouvre certains droits pour l'accès à des contrats aidés après la mission de service civique. Donc c'est important, c'est un droit, hein, c'est-à-dire que dans le cas où malheureusement ça peut arriver ponctuellement, mais ça peut arriver que l'accueil à Pôle emploi ne soit pas excessivement convivial. Je rappelle, et je suis très ferme là-dessus, c'est un droit. Donc le jeune en service civique a le droit de s'inscrire à Pôle emploi. S'il l'est déjà, il faut simplement qu'il change son statut auprès de Pôle emploi, qui va le faire passer en catégorie 4, c'est-à-dire demandeur d'emploi non disponible, et du coup il ne sera pas obligé de repointer chaque mois, de se rendre à des réunions, etc. Mais en revanche, bien évidemment, Pôle emploi absolument pas le droit de radier des listes, hein, ça c'est très, très grave. Si ça arrivait, il faudrait nous le signaler immédiatement. Et il n'a pas le droit non plus de refuser une inscription sur les listes. Voilà. Donc, on peut rappeler également quelques éléments en matière de droit des jeunes volontaires. Je vous signale, mais bon, Hélène en reparlera peut-être aussi au fil du service civique pour les personnes qui sont inscrites dans le dispositif de manière active. Sur notre site de la direction régionale départementale jeunesse et sport Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, un peu long, nous avons une rubrique jeunesse avec un onglet service civique. Et là, vous retrouvez un article qui s'intitule Droits des volontaires, où vous avez une petite synthèse qui récapitule un certain nombre de choses importantes à connaître en début de mission pour les tuteurs. Donc, par exemple, je peux citer aujourd'hui 4 points. Le fait que les volontaires ont une protection sociale qui est prise en charge par l'État. Donc ça, s'ils ne le savent pas, il faut leur rappeler, ou s'ils vous le demandent, vous pouvez leur confirmer. Que les volontaires ont le droit à des congés. Chaque volontaire, par mois de mission de service effectué, a droit à 2 jours de congé. Qu'il prend en accord avec la structure d'accueil. Donc, c'est un échange entre vous, si vous voulez. Bon, pour les structures qui ferment à un moment de l'année, on essaie de caler les congés à ce moment-là. Il faut faire preuve de souplesse et de bienveillance. En général, ça se passe plutôt comme ça et plutôt bien. Il faut néanmoins savoir que les jours de congé non pris ne donnent pas lieu à une indemnité compensatrice ou à un paiement des congés non pris. C'est-à-dire que si le volontaire ne veut pas prendre ses congés, eh ben ils sont perdus. Donc ça, il faut lui dire et l'inciter à programmer sa prise de congé avec vous assez tôt pour que voilà, ça permette de mettre en place des choses de manière fluide. On peut rappeler également en termes de droit du volontaire qu'un volontaire peut être victime malheureusement d'un arrêt de maladie, il peut être victime d'un accident dans le cours de sa mission. Donc sur la présentation, vous verrez qu'on utilise le terme d'accident du travail qui est effectivement impropre puisqu'on n'est pas lié au code du travail. Néanmoins, c'est par ce biais-là la seule manière qu'on a réussi pour faire accepter la prise en compte par la CPAM et les organismes sociaux des accidents survenus en cours de mission. Donc bon, si jamais ça se passe, il y a simplement une déclaration à faire à l'agence du service civique qui s'occupe, elle, au niveau national, des suites des prises en compte des accidents arrivés dans le cours de la mission. Le volontaire a également droit, ou la volontaire plus exactement, à un congé de maternité et à des congés exceptionnels pour événements familiaux, bon, dont les conditions sont décrites dans le guide des organismes sur lequel on pourra revenir si vous le souhaitez.
Par ailleurs, donc le quatrième et dernier point consistait également à prendre en compte les questions d'assurance, puisque c'est un point sur lequel on n'insiste pas souvent, mais qui est important, et notamment pour les offices qui ont par exemple des missions hors les murs, voire des missions qui comportent des déplacements en véhicule automobile. Donc, du coup, il y a une obligation pour les organismes accueillant des volontaires de disposer d'un contrat qui couvre les activités du volontaire. Donc, je vous engage à vous rapprocher de votre assureur, que ce soit l'assureur de la structure ou l'assureur des véhicules, si c'est pas le même, qui seront utilisés dans le cadre de la mission, pour préciser vos activités d'accueil de volontariat et donc l'indiquer à votre assureur. Généralement, ça ne pose pas de problème majeur puisque les structures sont assurées aussi pour des missions incluant des bénévoles. Bon, même si c'était pas le cas, c'est pas trop l'usage dans votre structure, ça pose en général peu de difficultés. Néanmoins, c'est une démarche qu'il faut faire parce que pour le cas où vous auriez effectivement un accident, il faut que vous soyez assuré pour l'accueil de volontaires, sans quoi ça risque de poser des soucis pour la prise en charge des dommages. Je fais juste une petite aparté pour tout ce qui est accident du travail ou arrêt maladie. Il faut en avertir la MOPA parce que c'est la MOPA qui va contacter l'agence du service civique pour signaler voilà tout ce qui peut se passer au cours de cette mission. C'est pas vous qui le faites en direct, il faut absolument passer par nous. Alors merci Virginie pour toutes ces précisions. Elle reste à mes côtés pour pouvoir répondre à toutes vos questions et je vois qu'elles sont assez nombreuses. On y reviendra à la fin de l'intervention. Donc nous allons maintenant parler de l'agrément qui nous concerne, donc notre agrément régional que nous avons obtenu en mars 2015, donc il y a un an pratiquement jour pour jour. Donc nous avons eu connaissance de ce dispositif et nous avons sondé l'ensemble du réseau, on va dire, de l'ex-Aquitaine pour savoir si effectivement vous seriez intéressé pour prendre part à ce dispositif. Nous avons organisé une réunion pour pouvoir définir des missions bien particulières, puisque comme vous l'a précisé Virginie, on ne peut pas partir sur toutes les missions de l'Office de tourisme ou du pays touristique, mais sur des choses bien particulières. Un petit bilan rapidement, l'année dernière, nous avons eu 14 structures engagées et nous avons signé 15 contrats, puisqu'une même structure peut avoir recours à un ou plusieurs jeunes en service civique. Et l'ensemble des 5 départements de l'ancienne région Aquitaine ont été concernés par ce dispositif. On l'a rappelé tout à l'heure par rapport à la durée du service civique. Nous sommes sur une moyenne en 2015 de 7,2 mois et donc une moyenne inférieure à 8 mois, comme vous l'a signalé Virginie tout à l'heure. Alors, quels sont les 3 champs d'action qui ont été agréés pour notre agrément régional? Le premier, c'est le soutien à l'accueil en mobilité et l'assistance sur les murs. Donc, je vais revenir en détail sur chaque mission. Le deuxième, c'est la rencontre et la valorisation des publics touristiques. Et la troisième mission, c'est facilitateur de liens avec l'environnement de proximité de l'Office de tourisme ou du pays touristique, puisque vous savez que nos adhérents, vous êtes à la fois Office de tourisme ou pays touristique ou structure et territoire associés. Ça, c'est un petit peu notre jargon, on va dire, interne, mais quoi qu'il en soit, tous nos adhérents peuvent bénéficier de ce dispositif. Les termes utilisés sont assez génériques, de façon à ce qu'on puisse y insérer toutes les particularités que vous pouvez rencontrer sur le terrain. Donc la première mission, le soutien à l'accueil en mobilité, n'est ni plus ni moins que de l'accueil hors les murs. On le voit dans le cadre du SADI, dans le cadre des journées que l'on a fait comme Rêve Accueil cette année ou il y a 2 ans pour la première session. Là, on est vraiment sur non pas de l'accueil classique que font les conseillers en séjour dans l'office de tourisme, mais vraiment un appui pour sortir de l'office de tourisme. Donc ça peut être de l'accueil volant dans l'office de tourisme, mais non pas derrière le comptoir, ou carrément sortir des murs de l'office de tourisme pour pouvoir accueillir sur des points stratégiques, des points de passage, lors d'événements importants. Vous le savez, donc là on rentre vraiment dans le SADI, le schéma d'accueil et de diffusion de l'information. Une petite aparté, vous n'êtes pas obligé d'avoir réfléchi à un SADI pour pouvoir avoir recours à un service civique, bien évidemment.
c'est juste que voilà, en termes de réflexion stratégique, tout peut s'imbriquer. Si vous avez mis en place un SADI, vous pouvez faire appel à un service civique pour l'accueil hors les murs. Nous avons décidé de mettre des missions complémentaires dans chacun des champs d'action, de façon à pouvoir diversifier aussi les missions du jeune en service civique et de pouvoir vous apporter également, vous, une pierre à l'édifice sur vos territoires. Donc, une mission complémentaire au choix, donc soit du recueil d'informations auprès des visiteurs, ça peut être voilà la pertinence de l'information qui est donnée en accueillant le mur, la mobilité, si vous avez un véhicule, Virginie le précisait tout à l'heure, est-ce que c'est pertinent d'être sur tel point plutôt que sur un autre? Et bien évidemment la satisfaction, donc par le biais de questionnaires que vous avez l'habitude d'utiliser dans vos structures. Le jeune peut également récolter donc les remarques de tous les visiteurs de vos territoires et de les partager aussi dans un esprit collaboratif et convivial. Ça peut être un recueil de récits de voyage, un reportage photo, voilà. C'est vrai que là, on laisse libre cours à votre imagination et à l'imagination aussi du jeune qui, voilà, souvent a plein d'idées sur ce sujet. Avec les réseaux sociaux, c'est un petit peu son domaine aussi, donc il peut mettre en place cette mission complémentaire. Et la dernière mission, c'est vraiment le contact et le recueil d'informations auprès de vos prestataires. Donc on a utilisé le terme d'adhérents socio-pro, mais ça peut être vos restaurateurs, vos hébergeurs, c'est vraiment voilà vos prestataires pour faire le lien. Je prendrai l'exemple par exemple de l'Office de tourisme de Bordeaux qui, pour développer la connaissance de son CityPass, du coup le jeune a pour mission complémentaire d'aller à la rencontre des hébergeurs, des restaurateurs et de valoriser le CityPass dans le cadre de sa mission hors les murs. La deuxième mission, c'est la rencontre et la valorisation des publics touristiques. Donc là, l'idée, c'est que le jeune, donc en service civique, puisse aller rencontrer à la fois les touristes de vos territoires, mais également vos habitants, pour pouvoir recueillir du contenu multimédia. Donc ça peut être des photos, ça peut être de la vidéo, qui puisse être partagé sur vos réseaux sociaux et sur tous vos autres supports de communication. Donc ça peut être des témoignages, ça peut être des portraits, ça peut être voilà des vidéos, des photos. Là c'est pareil, on n'est pas fermé sur le type de contenu multimédia, mais c'est vrai que c'est avec ce qui est de l'AMT ou encore de reporter de territoire, cette mission peut rentrer également dans ce champ-là. Pour mission complémentaire, le jeune peut également recueillir des informations sur la satisfaction des services, par exemple, qui peuvent offrir, que vous pouvez offrir à vos clients et également à vos habitants. Et puis, il peut par la même occasion compléter et abonder l'information touristique. Enfin, le troisième champ d'action pour lequel nous avons été agréés, donc c'est un terme encore générique qui est facilitateur de lien avec l'environnement de proximité. Et là, on est vraiment dans de la médiation. L'idée, c'est de pouvoir faciliter la communication et les liens entre les différents acteurs de ce qu'on a appelé l'action touristique locale. Donc, ça peut être entre vous et vos prestataires, ça peut être entre vous et vos habitants, ça peut être entre l'office de tourisme et le pays touristique ou les élus. Vraiment, l'idée, c'est de pouvoir mettre en place vraiment des liens particuliers entre toutes les parties prenantes de l'action touristique locale. En mission complémentaire, on y retrouve tout ce qui va être contenu photo ou vidéo que l'on peut faire auprès d'élus, auprès d'habitants, auprès de prestataires, qui vont être diffusés sur les réseaux sociaux ou tous vos supports de communication. Et donc, on a inséré également en mission complémentaire une notion de recherche d'ambassadeurs de la destination. Alors, ambassadeur, c'est un mot assez générique aussi. Vous l'interprétez comme vous le voulez sur vos territoires. Ça peut être des ambassadeurs aussi bien en termes d'habitants, en termes de prestataires, en termes de clients, voilà, qui connaissent la destination, qui reviennent chaque année. Là encore, on a donné des termes génériques pour que vous puissiez y rentrer vraiment vos projets personnels liés à votre structure. Alors, la répartition des rôles dans cet agrément régional. Tout d'abord, la MOPA s'engage à gérer la plateforme de gestion du service civique. Comme le précisait Virginie tout à l'heure,
Donc c'est la MOPA qui va être en contact avec l'agence de service civique pour la diffusion de vos offres de mission, pour la saisie des contrats, j'y reviendrai tout à l'heure. Et donc il va signaler également toute modification liée au contrat, les congés que veulent prendre les jeunes, les absences, et éventuellement les départs, puisqu'effectivement le jeune peut vous quitter la structure, moyennant bien évidemment un préavis, nous y reviendrons tout à l'heure. La MOPA s'engage à gérer le planning pour les formations obligatoires. Donc là, encore une fois, ce n'est pas vous qui êtes chargé de contacter les services qui proposent ces formations-là. Donc la MOPA s'engage à le faire à votre place et donc à mettre en relation les jeunes avec les services qui dispensent les formations obligatoires. La MOPA s'engage à financer ces formations. Donc, sauf les frais de déplacement, comme vous l'a expliqué Virginie, nous finançons la formation et nous laissons à la structure d'accueil le soin de financer les frais de déplacement. Petit aparté aussi, ces formations ont souvent lieu sur vos départements d'origine, ce qui fait que les frais de déplacement ne sont pas si importants que ça. Il y a plusieurs points plusieurs lieux de formation qui sont au plus proche de vos territoires. La MOPA s'engage à animer et à communiquer sur le réseau constitué. L'année dernière, nous avions fait un communiqué de presse, un dossier de presse. Et pour cette année, donc en 2016, nous imaginons organiser une grosse journée en lien avec le conseil régional, de façon à ce que les nouveaux élus, élus de la nouvelle région puissent prendre en compte notre agrément régional et le valoriser aussi de leur côté. Et enfin, la MOPA s'engage à fournir un compte-rendu d'activité annuelle à l'agence de service civique. Là, encore une fois, c'est la MOPA qui est en contact de cette structure-là, et donc nous nous engageons à fournir tous les bilans d'activité auprès de l'agence de service civique. Le rôle de la structure accueillante maintenant. Donc, pour que la MOPA puisse pouvoir communiquer auprès de l'agence de service civique, il faut que vous puissiez nous envoyer toutes les informations nécessaires à la gestion administrative du projet service civique. Donc, ça va être pour la mise en place du contrat, le suivi, on va dire, au cours de la mission et la fin de la mission avec le bilan. Nous vous demanderons de nous envoyer des éléments, mais j'y reviendrai tout à l'heure. C'est vous qui êtes en charge des recrutements aussi, donc vous faites passer les entretiens pour tous les candidats dont vous aurez les candidatures, et vous informerez la MOPA de votre choix final par rapport aux jeunes que vous aurez retenus. Donc, vous accueillez les jeunes dans les meilleures conditions possibles. Donc ça, je me fais pas de soucis. Vous avez l'habitude que ce soit pour des stagiaires ou pour des saisonniers, quand vous mettez en place des formations, voilà, pour les nouveaux entrants. Donc ça, je ne me fais aucun souci là-dessus. Vous êtes en capacité de prévenir la MOPA en cas de litige avec les jeunes. Alors, ce n'est pas arrivé l'année dernière, mais ça pourrait arriver, donc il ne faut pas écarter cette option-là. Donc, il faut immédiatement en avertir la MOPA. Vous êtes en mesure effectivement aussi d'envoyer les jeunes pour participer aux journées de formation, comme nous l'avons évoqué tout à l'heure, et de nous fournir un bilan nominatif qui décrit un petit peu les activités exercées pendant la mission de service civique du jeune. Et il y a encore une fois des documents qui sont conçus pour ça, que je vous ferai passer en temps voulu pour pouvoir m'envoyer toutes les informations nécessaires au bilan. Et comme l'a rappelé aussi Virginie, vous devez verser chaque mois l'indemnité de 106,31 € net aux jeunes. Et comme le disait aussi Virginie, cette charge-là, comme ce n'est pas un emploi salarié, vous ne le déclarez pas comme un salarié classique, c'est pris comme en tant que frais professionnels pour votre comptabilité. Alors, dans la répartition des rôles, donc effectivement, nous sommes répartis les rôles entre la structure accueillante, donc en l'occurrence vous et la MOPA, mais il faut bien prendre en compte que nous avons une responsabilité partagée sur cet agrément régional,
et nous sommes solidairement responsables du bon déroulé du service civique. Si la structure accueillante ne respecte pas les conditions d'accueil telles qui sont prévues dans le cadre de notre agrément régional, c'est à la MOPA qu'on va retirer ce bien. S'il y a quoi que ce soit au cours de la mission du ou des jeunes, puisque vous pouvez en prendre plusieurs, il faut immédiatement en avertir la MOPA, puisque nous avons une responsabilité partagée et ce qui pourrait arriver impacterait forcément les autres structures. Alors, les différentes étapes maintenant par rapport à cette volonté de pouvoir accueillir des jeunes en service civique. Donc, il y a la phase de préparation, la phase de réflexion de votre projet. Donc, vous avez les 3 champs d'action que je vous ai présentés. Et donc, là, l'idée, voilà, c'est de pouvoir définir un peu plus concrètement, parmi ces 3 champs d'action, lequel vous convient, lequel vous pouvez mettre en place et lequel est le plus approprié à votre projet aussi au sein de votre structure. Donc, la première des choses, donc, c'est de réfléchir à tout ça et de contacter la MOPA pour me faire part de votre volonté d'accueillir un ou plusieurs jeunes en service civique. Une fois qu'on a défini ensemble votre projet, je vous aide à rédiger ce qu'on appelle une offre de mission. Nous avons été agréés sur 3 champs d'action et nous devons impérativement respecter les termes pour lesquels nous avons été agréés. Donc ceux qui ont déjà pu bénéficier de jeunes en service civique ou voilà avec qui j'ai commencé déjà à travailler, vous le savez, il faut impérativement rester dans ces champs de mission-là. Donc vous rédigez votre offre de mission, vous me l'envoyez, on échange par rapport à ça. Une fois que c'est validé, pardon, j'ai un petit souci. Hop. Une fois que c'est validé, la MOPA met en ligne votre annonce sur la plateforme du service civique. Une fois que l'annonce est mise en ligne et qu'elle est validée par les services de l'agence régionale, qui la relient et qui la valide du coup en interne pour pouvoir la publier, que cette offre soit visible pour tous les jeunes qui viennent consulter les offres, la MOPA va recevoir toutes les candidatures et je vous les transfère, dès que je les reçois, je vous les transfère automatiquement. Une fois que vous avez réceptionné toutes ces candidatures, c'est vous qui faites passer les entretiens pour recruter un ou plusieurs jeunes. Donc je vous laisse prendre contact après individuellement avec ces jeunes, avoir avec eux voilà les modalités d'accueil pour faire passer les entretiens. Est-ce que ce sont des entretiens téléphoniques? Est-ce que ce sont des entretiens physiques? Là, la MOPA n'intervient pas, je vous laisse faire voilà toutes ces choses-là, je vous laisse faire et cela diffère selon vos structures. Une fois que vous avez trouvé, on va dire, chaussure à votre pied, donc la personne qui pourrait être la plus à même à mettre en place donc cette mission de service civique, vous informez la MOPA, donc vous m'informez, et je vais vous envoyer une liste de pièces à me fournir concernant l'état civil, concernant tout ce qui va être le RIB, la pièce d'identité et tout ce qui pourrait intervenir aussi sur l'indemnité de paiement de la part de l'État, puisque Virginie vous le rappelait tout à l'heure, sur critères sociaux, il peut y avoir une indemnité supplémentaire. Et donc tout ça, moi je le stipule dans un document que le jeune doit me remplir. Et donc vous pouvez m'envoyer toutes ces pièces-là pour que je puisse ensuite saisir le contrat. Et donc c'est moi qui saisis le contrat sur la plateforme du service civique. Ce n'est pas vous qui le faites, c'est vraiment quelque chose qui est pris par la MOPA. Une fois qu'on a le contrat, on a signé le contrat, vous pouvez débuter la mission. Alors, des points importants, plusieurs documents sont édités pour, on va dire, valider
le début de la mission. Tout d'abord, il y a un contrat qui est signé entre la MOPA et le jeune, puisque c'est la MOPA qui, on va dire, a l'agrément et qui signe ce contrat avec le jeune. Donc moi, je saisis ce contrat sur la plateforme du service civique. Il y a une notification de contrat qui est également signée entre la MOPA et le jeune. Et là, je vous demande de me le renvoyer en 3 exemplaires, parce que cette notification de contrat, moi, je dois la renvoyer à l'agence de service civique au niveau national avec le RIB et la pièce d'identité du jeune pour valider officiellement le début de la mission et déclencher les indemnités de paiement pour les mois qui arrivent. Et ensuite, comme c'est la MOPA donc qui signe ce contrat, nous signons entre la MOPA, la structure d'accueil et le jeune une convention de mise à disposition qui reprend un petit peu tous les termes tous les détails de la mission, le nombre de mois, le nombre d'heures et les engagements de chacun, de façon à ce que vous puissiez être couvert et qu'il y ait également un document qui nous lie MOPA et structure d'accueil dans le dispositif de service civique. Pendant la mission. Donc au cours de la mission, donc le jeune, comme vous l'a précisé tout à l'heure Virginie, doit réaliser les formations civiques et citoyennes, mais également la formation au premier secours. Donc c'est la MOPA qui est en lien avec ces structures de formation et qui propose des dates aux jeunes pour pouvoir réaliser ces formations. Le jeune, pendant sa mission, doit également tenir à jour un livret d'accompagnement qui remplit au fur et à mesure de sa mission en lien avec son tuteur, de façon à pouvoir décrire mois par mois les missions qu'il a réalisées et rédiger un petit peu son projet d'avenir pour après le service civique. Une petite parenthèse aussi sur vos départements, il y a des formations qui sont dispensées pour vous, tuteurs, de façon à pouvoir accompagner au mieux le jeune dans la définition de son projet d'avenir et dans vos obligations en tant que tuteur de jeunes en service civique. Si vous êtes intéressé, je vous inviterai à me contacter pour que je puisse vous donner les dates de ces formations. Une petite chose sur laquelle on n'a pas forcément insisté, ce sont les contrôles que vous pouvez avoir pendant la mission de service civique. Il y en a eu 2 l'année dernière, si ma mémoire est bonne. Voilà, vous pouvez avoir un contrôle de la part de. Alors, je crois que c'est les départements qui font les. Non, c'est la région, c'est la direction régionale qui est chargée du contrôle. Donc après, en fonction, on peut s'allouer les collègues des départements, effectivement. Mais c'est nous qui sommes responsables de la mise en œuvre du contrôle. Et donc la structure d'accueil pendant la mission de service civique s'engage à informer la MOPA régulièrement du déroulé du service civique, que ce soit voilà un bon déroulé entre guillemets ou une rupture de contrat ou une non-présence du volontaire. Tout ça vraiment la structure d'accueil s'engage à informer la MOPA le plus rapidement possible pour que moi je puisse après intervenir auprès de l'agence de service civique. Après la mission de service civique, une fois que la mission est terminée, donc il y a ce fameux livret d'accueil et d'accompagnement que le volontaire et le tuteur se sont engagés à abonder au fur et à mesure de la mission, qui est envoyé à la MOPA. De façon à ce que moi je puisse faire le bilan de cette mission-là et que je puisse le remonter après au niveau régional et au niveau national. Il y a une attestation de fin de service civique qui est envoyée aux gens
dès lors. Contrat de travail et le service civique contre le contrat de stage ou la convention de stage et le service civique. Après, pardon, il faut être vigilant au moment des recrutements du temps disponible parce que les jeunes ne sont pas toujours dans la réalité de leur temps et donc il faut vraiment alerter sur le fait que une mission c'est au moins 24 heures, plus souvent autour de 28-30 et que du coup il faut vraiment avoir le temps de bien faire les choses. Donc si on a 20 heures de cours plus 30 heures de mission, ça peut être compliqué. Quels sont les critères sociaux pour l'obtention de la bourse complémentaire des 108 €? Alors, donc c'est pas compliqué. Soit être bénéficiaire du RSA au moment de la signature du contrat ou appartenir à un foyer bénéficiaire du RSA, être bénéficiaire d'une bourse de l'enseignement supérieur au titre 5e, 6e, 7e échelon de l'année en cours. Donc c'est essentiellement les deux critères qui sont retenus. Je pense que ça serait bien de voir si on peut pas mettre le document synthèse des droits Oui. en lien avec la présentation parce que du coup par écrit c'est plus facile de s'y reporter. Je vous mettrai tout ça bien évidemment en ligne sur notre site. Juste une petite précision, quand je vous demande de me fournir les pièces pour saisir le contrat, je vous demande tout ça, voilà, si le jeune a le RSA, s'il a une bourse d'études, etc., de façon à ce que moi je puisse le noter sur la plateforme du service civique. Là encore une fois, ça se fait automatiquement. Donc toutes ces questions-là, je vous les pose bien évidemment. Peut-on être demandeur d'emploi et volontaire en service civique? Donc ben oui, oui, et il faut même encourager les jeunes à s'inscrire sur les listes s'ils ne le sont pas assez tôt dans la mission. Est-ce que le jeune peut prendre des congés? Donc ça également, on y a répondu. Il a droit à 2 jours de congés par mois. Par contre, s'il ne les prend pas, ces congés-là sont perdus. Et il n'y a pas de compensation financière due à la perte de ces congés. Dans quelle ligne comptable doit-on faire apparaître cette charge si c'est en dehors de la masse salariale? Alors, le décaissement de la prestation de subsistance de 106,31 € doit être versé au compte 65. Alors, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on crée un troisième rang du compte 65 en 65,8 et on met en charge diverses de gestion courante. Voilà. Cela veut dire que pendant qu'on accueille un volontaire, on ne peut pas avoir de stagiaire. Ce n'est pas lié, vous pouvez très bien avoir un stagiaire sur d'autres missions, voire peut-être en complément. Est-ce que ça peut être envisageable? Oui, après c'est à vous d'être clair avec votre personnel, vos intervenants, le stagiaire et le ou les volontaires. Et être clair aussi dans votre esprit, dans votre projet, d'avoir réussi à bien différencier le cadre du stage et la mission de service civique. Si c'est pas clair, moi je vous déconseille de cumuler parce que ça peut créer des difficultés au quotidien. Si le jeune en service civique trouve du travail pendant sa mission, est-ce qu'il peut vous lâcher? Alors, bien évidemment, s'il trouve un emploi ou pour n'importe quelle autre raison, on peut mettre fin au contrat. Par contre, il y a un délai, effectivement, sauf si je crois qu'il trouve un CDI, il peut... Voilà, le contrat peut être rompu du jour au lendemain. Par contre, il y a un délai dans la rupture du contrat. Après, je pense qu'il faut aussi en profiter pendant l'entretien de sélection d'être clair là-dessus. C'est-à-dire que ce que vous vous apprêtez à signer, c'est un contrat d'engagement. C'est-à-dire qu'on attend à ce que vous soyez responsable, mais que le jeune aussi soit responsable. Il s'engage. C'est pas un vain mot. Il s'engage pour la nation, pour le projet. C'est pas pour 3 mois après changer d'avis. C'est pas pour être une girouette. On n'apprend pas ça dans le cadre d'un service civique. Bon, après, évidemment, s'il y a des événements, un travail qui se présente, ça peut... Tant mieux pour lui, j'allais dire. Ensuite, on a une question par rapport aux missions. Une seule mission complémentaire. Alors, c'est minimum une mission, mais ça peut être 2 selon le temps qu'a le jeune volontaire sur place. Par contre, on ne peut pas combiner les 3 missions principales. Disons que le contrat est effectué sur une mission principale et des éléments des autres missions peuvent être inclus, mais en mission complémentaire.
Le jeune ne peut pas faire les trois missions à la fois telles que écrites dans le cadre de notre agrément.